premier lieu, merci Monsieur le maire pour cet accueil. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, j'aimerais aborder son contexte peut-être. Alors, et peut-être aborder la technique. Voilà, ça y est. Alors ce contexte, c'est celui que nous vivons tous. C'est un contexte qui pose question, puisqu'il est fortement lié aux effets du dérèglement climatique. Et en soi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté et que toute action d'aménagement doit en tenir compte. Alors est-il anxiogène? Dans un premier temps, je dirais certainement. Il suffit de voir tout ce qui est généré lorsqu'on parle de pénurie de ressources, de bilan carbone, de crise de logement, de construction, de coûts. Tout ceci est fortement anxiogène, certainement. Mais pour autant, et surtout, je pense aussi qu'il est porteur d'un espoir, d'un grand espoir, en tout cas pour tous les professionnels de l'acte de l'aménagement. Cet espoir, c'est celui peut-être de travailler différemment, de travailler avec des notions qui sont importantes pour notre avenir et celui de nos enfants, c'est-à-dire des notions de frugalité. Pour autant, ces notions ne sont pas réductrices et je pense qu'elles peuvent être même heureuses et créatives à partir du moment où on les aborde dès l'origine de tout projet. À ce titre-là, et pour exemple, sachez que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérité de demain. Dans les 10 ans à venir, la ville sera construite sur 50% de villes déjà existantes. Nous allons construire la ville sur la ville. Et en ce sens, je pense que le choix qui a été fait par mon partenaire et maître d'ouvrage, la Sampat 17, et je tiens à les en remercier fortement, que de s'inscrire dans cette démarche-là de frugalité heureuse en portant ce projet de requalification est un choix important et je pense en plus soutenu par une mairie qui a compris les enjeux. C'est donc pour cela qu'on s'est posé la question de réinterroger ce que pourrait être cette friche hospitalière importante, hein, plus de 10 000 mètres carrés, de travailler à... Ah, pardon. Alors je vais m'éloigner. De travailler à ce qu'elle pourrait porter, mais au sens large du terme, c'est-à-dire pas uniquement en termes de bâtiments, mais aussi en termes de sociologie sur la ville. Et bien entendu, pour cela, il a fallu qu'on trouve sa propre histoire. Alors c'est d'autant plus important qu'on est à Rochefort, une ville d'histoire s'il en est. Donc, un ancrage historique, oui. Et tout un chacun sait qu'on ne peut construire sans connaître l'avenir, sans connaître son passé. Alors ici, le passé, c'est en premier lieu le passé de la ville. La ville, c'est une ville nouvelle. Plus exactement, ce fut une ville nouvelle, créée, demandée par Louis XIV, qui était conscient de la pauvreté de ses forces navales et qui, à un moment donné, accompagné de son fidèle Colbert et techniquement de son fidèle Vauban, a décidé de créer un arsenal près de cette façade maritime, dans un lieu protégé, dans une méandre de la Charente. Donc on retrouve le dessin de cette ville sur le slide, dans sa partie gauche. Cette ville coincée entre, à l'époque, les forteresses de Vauban et la méandre de la Charente. Et puis avec un point particulier, à son extrémité nord-ouest,
dans un fortin, une surface qui voit une histoire toute particulière, celle de l'ancrage hospitalier dans la ville. Alors là aussi, il y a quoi dire, puisque cette ville, je le rappelle, donc construite sur une volonté royale, a fait l'objet aussi de différentes constructions dans le secteur hospitalier jusqu'à avoir une école hospitalière pour la marine. Alors, le premier impact, eh bien, il a eu lieu avec la création du premier hôpital de la marine, donc pareil, toujours 17e, puis, je rappelle, 1731, premier hôpital civil. Il y a toujours eu ce rapport entre hôpital de la marine et hôpital civil. Puis, construction au 18e de l'hôpital de la marine, fortement présent au bout du cours d'Albois. Puis, ouverture, et ça c'est important, on reverra pourquoi, d'une liaison à travers les forteresses de Vauban. Une poterne est ouverte et une porte est créée, c'est ce que vous voyez sur le slide en bas à droite, pour liaisonner ces deux hôpitaux. La notion de porte, là, elle est importante puisque elle est d'ores et déjà existante, demandée par rapport au flux. Technique certainement à l'époque, mais elle existe. Donc évolution de cette histoire sur le domaine hospitalier, évolution de l'hôpital civil, création d'une première maternité, pour en arriver à la notion d'hôpital-bar. Alors la notion d'hôpital-bar, elle est liée là aussi à notre histoire. Alors je dirais plutôt histoire nationale, puisque on est dans les années 60, c'est la reconstruction. Le gouvernement central décide d'implanter dans ces territoires des choses qui sont faites pour être les plus efficientes possibles dans leur domaine. Et en l'occurrence, on voit sur certains secteurs, à Rochefort, entre autres, arriver ce qu'on appelle un hôpital-bar, c'est-à-dire un hôpital qui, contrairement à l'hôpital militaire au bout d'Albois, qui a été créé avec une notion de pavillon à l'époque, des pavillons qui sont écartés pour éviter la contamination. Là, on la gère mieux. À cette époque-là, dans les années 60, on construit quelque chose qui s'inscrit dans le mouvement moderne, on peut appeler parfois aussi brutaliste, mais qui est un mouvement dont l'essence même, en termes d'architecture, est d'être le plus fonctionnel possible. Et donc là, on regroupe les différents plateaux et on a une organisation d'un hôpital qui se fait par niveau. Donc avec des choses qui sont très efficientes, des circulations verticales et différents plateaux alloués, soit à une maternité, soit à un bloc opératoire, etc. Je rappelle le positionnement de cet ensemble réalisé par l'architecte Marc Quentin, qui est quelqu'un qui s'inscrit justement dans ce mouvement moderne et qui a son importance, vous le verrez, parce que tout notre travail, je dois préciser à ce moment-là de la présentation, a dû s'effectuer de concert avec les services de l'État et entre autres les services de la conservation du patrimoine, et qui étaient très attachés à l'existence de cette architecture moderne, encore une fois parfois qualifiée de brutaliste, mais pas toujours à bon escient, parce que quand on la déchiffre, quand on la travaille, quand on la fouille, elle a une certaine poésie au-delà de sa fonctionnalité. Donc, le positionnement, je reviens dessus, une importance vitale, parce que pour que ce projet puisse donner l'entière valeur de ce qu'il a à dire, il faut qu'il réponde à plusieurs critères. Le premier des critères, c'est le critère urbain. Et son positionnement au nord-ouest, à une entrée stratégique de ville,
est certainement un des symboles de son importance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous sortez de l'autoroute, que vous avez pris, que vous arrivez, que vous êtes passé le long du port, vous rentrez par le nord de la ville et vous êtes aux portes du tissu ancien de la ville historique, et vous avez la première perspective qui vous est donnée à voir est celle de cette façade nord de cet hôpital, ancien hôpital Saint-Charles. Donc on voit bien que stratégiquement, il est quasiment l'une des premières, en tout cas l'un des premiers bâtis qui nous est donné à voir lorsqu'on arrive sur Rochefort. Son importance est d'autant plus vitale. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a à proximité aussi d'éléments prépondérants dans les flux, les déplacements, que sont la gare, bien entendu, et puis ce boulevard urbain. Le boulevard, je parle bien entendu de l'avenue Pelletan, qui le longe et qui irrigue pour grande partie les différents secteurs de la ville. Donc on verra plus tard que, et je laisserai la parole, je pense, à la présentation d'ici là, que ce positionnement stratégique aussi a fait partie des revendications des services de l'État, ABF entre autres aussi, pour qu'on travaille de manière concertée, à savoir d'ici là et notre groupement, pour qu'on puisse répondre à ces enjeux urbains. Parce que réaliser la pierre angulaire d'un quartier, c'est lui donner du sens par son positionnement et lui donner un sens stratégique. Ici, on revient sur mes dires sur la porte, rappelez-vous, sur la poterne traversée déjà à l'époque entre l'hôpital militaire, que l'on voit d'ailleurs dans le schéma en haut, et l'hôpital civil. Eh ben, ça va être l'enjeu principal. L'enjeu principal de ce premier acte, celui de transformer cet hôpital-bar en porte de ville. Les schémas sont assez explicites, c'est-à-dire que nous voulons magnifier le bâtiment pour qu'il ne soit plus pris comme étant quelque chose d'opaque, mais plutôt comme quelque chose qui symbolise l'entrée sur la ville, sur son histoire, et quelque chose que l'on puisse et que l'on donne envie de traverser. Alors comment ça se traduit? Essentiellement au rez-de-chaussée, avec au centre des surfaces existantes et sur une hauteur qui concerne 2 à 3 niveaux à des endroits, voire jusqu'au dernier niveau pour d'autres, avec un puits de lumière, l'inscription d'une véritable continuité, en tout cas piétonne, et avec une rue centrale qui reliera le futur parvis qui se déploie sur la façade nord à un aménagement urbain très paysager. Je rappelle que sur l'ensemble de l'opération, il y aura plus d'une centaine d'arbres qui seront plantés, mais d'ici là, on vous en parlera de manière beaucoup plus précise, et reliera dans la partie sud à un aménagement plus intimiste et autour duquel se développeront certainement d'autres projets. Donc en ce sens-là, le bâtiment passe d'une notion de bar à une notion de porte, et pour que cette porte marche, il faut qu'elle soit aussi le lieu d'activité. Alors pour qu'il y ait de l'activité, il n'y a rien de mieux que de créer une animation à travers une mixité de programmes. Qui dit mixité de programmes dit flux, certes parfois dissociés, mais parfois des flux qui se rencontrent et qui créent du lien social et donc l'animation recherchée. Alors pour cela, 4 programmes différents sont implantés sur les surfaces existantes. 4 programmes différents, 4 entrées différentes, 4 vécus différents, 4 flux essentiellement doux, puisque on verra la voiture est quasi proscrite, sont, comme le demande d'ailleurs, et comme sur les injonctions du PSMV, la voiture est rejetée
plus en amont ou en aval du secteur. Et donc, on a des flux piétons de 4 ordres qui vont se rencontrer sur ce premier plateau, qui est le plateau du rez-de-chaussée. Alors, les flux, ils vont être liés à l'existence d'ERP. ERP, c'est des établissements recevant du public qui sont situés au niveau 1, comme le schéma vous l'indique en bas à droite. Des flux qui sont liés à l'implantation de 2 niveaux de bureaux sur les niveaux 1 et 2. Puis, sur les niveaux 3 et 4, l'existence d'une résidence étudiante. Et sur les derniers niveaux, l'existence de logements à l'accession. Donc, lorsqu'on fait ce rappel-là, on s'aperçoit que on intéresse différentes populations, différents âges. L'animation sera aussi intergénérationnelle puisque étudiants pourront être confrontés aussi peut-être à un habitat dans les derniers niveaux dans lesquels des personnes d'un certain âge pourront résider, tout autant que des actifs existeront dans les plateaux 1 et 2 voués au bureau. Donc là, quelques schémas qui illustrent ces éléments-là. Là, c'est le schéma des logements étudiants. Et pour finaliser, des schémas sur les appartements. Le dernier élément du triptyque de cette mutation, bien entendu, c'est l'aspect architectural à proprement dit du nouveau projet. Le sous-titre, c'est que les existants ne sont pas forcément que des contraintes, mais aussi peuvent être des lieux où l'on peut rêver, où on peut écrire un avenir. Et pour cela, il faut se donner un certain nombre de codifications. La première des codifications, elle se retrouve dans la partie la plus visible du projet, c'est-à-dire les façades. Et là, ce schéma-là vous indique simplement le travail qui a été fourni, ou en tout cas la base du travail, qui est de répertorier sur ces façades-là les différentes fonctionnalités du rez-de-chaussée au dernier niveau, et en fonction de ces fonctionnalités, de travailler des façades en adéquation avec ce qui se passe derrière. Ce qui va amener, vous le verrez, différents jeux de profondeur, de colorimétrie, de matière, qui permettront, tout en conservant l'image de l'exosquelette, l'image forte de la réalisation dans les années 60, en étant respectueux de cette image forte, de lui redonner des années à vivre avec une poésie certainement, et nous l'espérons, réinterprétée. Donc je vous ai parlé des fonctionnalités. Sur ces fonctionnalités, il faut travailler aussi avec une palette de matériaux. Alors la palette de matériaux, elle se veut sciemment assez réduite pour qu'elle puisse être pérenne. Donc on réemploie pour toute la partie structure d'abord des enduits minéraux qui existaient, le béton brut qui est un élément prépondérant dans l'existence de ce bâtiment, et on y ajoute une troisième notion qui est celle d'une pierre, la pierre de Krassan, qui est la pierre endémique, on va dire, du lieu, et qui verra, on verra plus loin, nous permet de marquer de manière encore plus forte un élément important de la recomposition qui est la porte. Au-delà de ces matériaux minéraux et au-delà des parties vitrées qui vont exister grandement sur le projet, on a l'emploi de parties métalliques avec 3 couleurs dominantes. Un bleu qui rappelle peut-être aussi, alors c'est pas la même tonalité, mais un bleu qui rappelle aussi l'histoire de Rochefort. Une teinte qui est plutôt dans l'idée d'accompagner les parties vitrées. C'est la teinte des menuiseries qui sera noire, anthracite. Et puis un métal thermolaqué qui est
aspect Corten et qui accompagnera les éléments forts à mettre en avant des compositions architecturales de ces façades-là. Petite particularité sur ces trois couleurs, ce sont des couleurs qui seront irisées et qui ont la particularité d'être vibrantes, changeantes en fonction des angles de luminosité qu'elles reçoivent. Je passe rapidement, mais pour vous montrer un petit peu, vous avez sur la gauche les états existants, sur la droite les états projetés, et vous avez aux extrémités de ces slides la recomposition de ces façades. Donc on voit bien que la partie gauche, qui était très tramée avec des garde-corps béton, etc., devient une partie très vitrée au rez-de-chaussée. C'est celle qui correspond aux ERP. Protégée par le péristyle, l'exosquelette béton descend jusqu'en bas. On a une épaisseur, on le voit dans le plan, c'est-à-dire que la façade est reportée sur l'intérieur, permettant de faire un corridor protégé et faire une assise à ce bâtiment et le décoller en impression architecturale. On verra une ombre portée et on verra une transparence et on aura le bâtiment au-dessus, ce qui lui donnera un élément de légèreté qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Là, le travail se fait sur les bureaux avec une partie grandement plus vitrée, mais dans les mêmes principes, entre différentes fonctions et réadaptation des façades. Là, c'est sur le logement étudiant. C'est là où il y a le moins de différence, si ce n'est sur les couleurs, entre existants et éléments projetés. C'est normal puisque ça correspondait à des chambres aussi, bien souvent, des occupations de chambres hospitalières. Et le dernier niveau, où là, il y a une refonte assez forte de ces façades-là, avec l'inscription de loggia, de profondeur dans la façade, ce que je vous expliquais en amont, qui correspond à la fonctionnalité de logement. La traduction et l'informatique nous aident aujourd'hui. Vous avez le avant, le après. Alors bien entendu, là aussi, on s'aperçoit qu'un certain nombre de bâtiments parasites qui se sont agglomérés au fur du temps vont disparaître avec les travaux de démolition qui sont d'ores et déjà entrepris. Et puis, des éléments significatifs qui sont très forts sur cette intervention. Le premier, c'est la porte urbaine. Vous voyez sa taille, c'est imposant puisqu'on est sur 3 niveaux. C'est là où on emploie cette pierre. C'est là où on ressort de l'exosquelette et on ressort des trames pour venir inscrire vraiment cet élément qui est une pointe de perspective, qui est un élément vers lequel on désire que les gens aillent naturellement et symboliquement et le traversent. Et puis, quelques autres éléments importants aussi. Nous verrons, peut-être qu'il y aura un autre slide sur la refonte de l'escalier, qui est un élément qui est apparu dans les années 70, un peu plus tard, avec des passerelles qui vont être lancées entre l'escalier, le noyau de l'escalier et le bâtiment. Ça, c'est la vue en haut à droite, où vous retrouvez les couleurs, donc entre ces bleus irisés, l'aspect Corten et le béton. Et puis en bas, dans la maquette numérique que nous avons montée, l'on voit qu'à des endroits, dans l'épaisseur de ce bâtiment, plus de 21 mètres, on y inscrit des grandes ouvertures pour venir amener de la lumière naturelle. Ça aussi, bien entendu, c'est quelque chose qui s'inscrit totalement, la gestion des apports lumineux dans les nouvelles notions de développement durable. Donc là, la transformation de l'élément qui est aujourd'hui, alors qu'il est vitré, est d'autant plus opaque, parce qu'il suffit que ces vitres reflètent, etc. Et on a aujourd'hui un élément massif qui est... demain, toute la partie vitrée vont disparaître et on va retrouver les exosquelettes et on va retrouver le dessin un peu plus dynamique et originel de ce qu'était l'élément. Et puis ce slide, on commence à voir ce qui sera donné à voir sur la façade nord, sur ce grand parvis à la fois minéral et planté, avec une gestion des eaux de ruissellement qui est amenée, tous ces éléments verts, mais ça, Gaël en parlera après moi. Et la perspective qui est faite sur la porte. Alors,
peut-être aussi quelque chose qui parlera et que l'on va... Ah, faudrait que je revienne en arrière. Je vais peut-être... Voilà. Je ne sais pas si je peux le lancer. Vu l'ampleur de ce projet et au regard de toutes les concertations, encore une fois de plus, c'est un projet qui a été mené à plusieurs mains. D'abord avec mes amis urbanistes d'ici là et paysagistes, mais aussi et surtout une multitude de réunions de travail ont été faites avec les services de l'État qui ont, dès la première entrevue, fait comprendre qu'ils voulaient être grandement présents dans l'acte de la conception. Et en ce sens, je les remercie, puisque au final, ça s'est plutôt très bien passé. Et on a travaillé de concert afin de magnifier les qualités du bâtiment originel pour que demain, ils puissent dire autre chose et que, encore une fois de plus, et comme un grand philosophe l'a déjà dit ou écrit, je crois qu'il faut féconder son passé pour enfanter son avenir. Bah là, c'est un peu le travail que nous avons fait en travaillant, en fécondant le bâti existant et en essayant de l'inscrire dans un avenir proche et lointain et avec toute la résilience nécessaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors là, par contre, j'ai un petit problème, c'est que c'est une maquette 3D et qu'a priori, je n'arrive pas à... Je vais demander à la technique. Théoriquement, il y a un film qui peut démarrer à ce moment-là et qui nous permettrait de traverser le bâtiment. Est-ce qu'on a le film, Philippe? Ouais. Alors après, vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est... Si, c'est intéressant. Ça peut être intéressant de voir en fait cette idée de traversée qui est primordiale. Et à préciser, M. Nissou, vous avez parlé de l'ABF, de l'État. Les services de la ville ont beaucoup contribué également aux réunions. Et Régis Sevin est parmi nous, Clélie Gelé, Olivier Andros, Yannick Taché, Fabrice Sionard, Catherine Jourdi. Enfin, beaucoup de monde. Ouais. Et je pense qu'on a fait... oui, je crois que sur le thème de la concertation... on a été, sur ce projet-là, en tout cas, grandement servi et je tiens à les remercier, au même titre que j'ai remercié quand même mon porteur, ce qui est la SEMPAT aussi, puisque tous ces gens-là ont travaillé à nos côtés et c'est vraiment aujourd'hui, on enfante quelque chose qui est un projet commun, même si je le porte en tant qu'architecte et j'en suis très fier. Je n'aurais pas certainement pu finaliser ce genre de choses sans mes équipes, mais sans ces gens-là autour. Peut-être que... Alors ça va démarrer. Ça dure pas, hein, ça dure 1 minute. Je crois, de mémoire. Donc il faut se rendre sur le slide l'avant-dernier. Encore un peu plus loin. Ouais, c'est peut-être lourd. Juste avant. Entre les deux. Ah. Moi, je l'ai sur la clé 3D encore, hein, puisqu'on m'a dit s'il y a un problème technique, il faut venir avec ça. Si je la retrouve. Ah, c'était pas mal.
On y était presque. Vous l'avez plus, vous l'avez perdu. La clé alliée sur la clé. Bon. C'est juste avant ce dernier slide. Bon, sinon, on peut peut-être... Pardon? Ah, vous avez un problème avec la vidéo? Ah oui. Ça a été fait sur Mac, peut-être? On n'a pas les logiciels compatibles non. pour l'ouvrir. Ah. Bon. La vidéo est intégrée. Bon, bah écoutez... Je sais pas si peut-être que j'aurai l'occasion de vous le représenter. Ou le temps... Est-ce que vous avez moyen, Philippe, le temps qu'on continue la présentation, d'y arriver ou pas? Ouais, on laisse Philippe faire et il est très doué, alors, donc c'est pas impossible qu'il n'y arrive pas. Je vais peut-être terminer sur la dernière slide avant de passer la parole à Gaël, puis qu'on fasse une présentation globale et après pour enchaîner le débat et les questions. La dernière slide, Monsieur Nissou, vous vouliez dire un petit mot sur l'autre perspective? De faire la transition avec Gaël d'ailleurs. Si... Voilà. Perspective sud. Slide, vous avez terminé le cheminement, mais vous le verrez, parce que certainement que la technique se mettra en phase. Vous le verrez à travers le cheminement. Vous avez terminé le cheminement, vous avez traversé la porte et vous vous retournez. Et vous êtes au cœur d'un aménagement paysager essentiellement, qui est ce qui sera ce cœur d'îlot, un élément de fraîcheur aussi, bien entendu, un élément qui, au niveau de l'hygrométrie et des saisons, permettra de réguler un peu tout ceci et apportera ce côté qualitatif aussi au vécu. Parce que, encore une fois, ce qui a été recherché dans cette requalification, c'est aussi, bien entendu, au final, d'apporter des qualités d'usage, quels que soient les programmes qui s'y inscrivent. Et je crois que le travail de concert, et au regard de ce qui va se passer derrière cette requalification, permettra justement d'arriver à cet objectif partagé avec Gaël, qui va prendre la parole, et qui est celui d'apporter le maximum de confort, le maximum de qualité d'usage. Et j'espère que pour le plus grand bien des Rochefortaises et des Rochefortais.